Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue dans le 20h d'ITV. Voici les titres de cette édition. 5e recensement général de la population et de l'habitat. L'Agence nationale de la statistique et de la démographie publie les résultats provisoires. Nous sommes un peu plus de 18 millions de Sénégalais, dont très peu utilisent les systèmes d'évacuation des eaux. L'espérance de vie à la naissance au niveau national est de 68 ans. Les résultats révèlent également une baisse de la fécondité et une population jeune et relativement peu scolarisée. Après son investiture le 2 avril dernier, des citoyens évaluent les 100 jours de Bassirou Diomaye Faye au pouvoir. La mesure de baisse du coût de la vie, point positif, mais peut mieux faire. Les Sénégalais rencontrés par notre reporter attendent plus et en urgence la réduction du coût de l'électricité, de l'eau et de la location. Et pendant ce temps, le Conseil patronal des énergies renouvelables du Sénégal initie un atelier de restitution de l'étude sur le financement des ménages pour l'accès au solaire. L'objectif est de renforcer la part de l'énergie solaire dans la consommation des ménages. En ces périodes pluvieuses, chaque goutte de pluie est une raison supplémentaire de redoubler de prudence pour les techniciens travaillant en contact avec l'électricité. Les fortes pluies qui se sont récemment abattues sur le pays ont malheureusement entraîné des décès par électrocution. Ces incidents tragiques rappellent les risques auxquels sont exposés ceux qui travaillent directement avec l'électricité, risques dont ils sont bien conscients. L'Agence nationale de la statistique et de la démographie publie les résultats du 5e recensement général de la population et de l'habitat. Nous sommes un peu plus de 18 millions de Sénégalais. Selon l'ANSD, l'espérance de vie à la naissance au niveau national est de 68 ans. Les résultats révèlent également une baisse de la fécondité, une population jeune et relativement scolarisée. La synthèse de tout ceci avec Mohamed Kandi. 18 126 390 est le nombre total d'individus résidant au Sénégal en 2023. Cette population est composée de 50,6% d'hommes et 49,4% de femmes. En 10 ans donc, la population a augmenté de 2,9% par an à ce rythme, alerte l'ANSD. L'effectif va doubler dans 25 ans. L'Agence nationale de la statistique et de la démographie précise que près de la moitié de la population, soit 47%, est concentrée dans les régions de Dakar, Thiès et Diourbel. La capitale se démarque avec une proportion de 22% sur 0,28% du territoire, soit une densité de 7277 habitants par kilomètre carré. Autre chose à noter, la population est relativement peu scolarisée avec une faible proportion ayant effectué une formation professionnelle. Les individus scolarisables par cycle s'établissent à 18,2% pour le préscolaire, 81% pour le primaire, 50,6% pour le moyen et 30,3% pour le secondaire. Quel que soit le cycle d'enseignement considéré, Ziguinchor dispose du TBS le plus élevé. Le rapport révèle que la fécondité a baissé entre 2022 et 2023. Le nombre moyen d'enfants par femme à la fin de sa vie procréative est passé de 5,3 en 2002 à 4,2 en 2023. À l'exception de Diourbel, les régions les plus urbanisées telles que Dakar, Ziguinchor, Thiès ont les niveaux de fécondité les plus faibles. Cependant, on compte en moyenne 6 enfants par femme pour Sédhiou et 5,8 enfants par femme pour Kaffrine. Les résultats du 5e recensement général de la population et de l'habitat au Sénégal montrent aussi que l'espérance de vie à la naissance au niveau national est passée de 64 ans en 2013 à 68 ans en 2023. Elle est de 70 ans pour les femmes contre 67 ans pour les hommes. En zone urbaine, l'indicateur s'établit à 71 ans contre 67 ans en milieu rural. Et après son investiture le 2 avril dernier, des citoyens évaluent les 100 jours de Bassirou Diomaye Diakhar Faye au pouvoir. Le point positif, la baisse des coûts de certaines denrées, mais peut mieux faire selon ces citoyens rencontrés par nos reporters qui attendent plus et en urgence la réduction du coût de l'électricité, celui de l'eau et de la location. Un reportage Mamsene Boubabou et Seleman Diallo.
100 jours déjà que le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye est à la tête du pays, les populations reconnaissent que des mesures ont été prises pour alléger leurs souffrances mais ne jugent pas encore son bilan satisfaisant. Cette mère de famille souhaite voir une réduction drastique du coût de la vie. Ils doivent plus réduire le coût de la vie. Nous souhaitons que le prix du kilogramme de riz soit à 300 francs, le litre d'huile à 600 francs. S'ils ne peuvent pas le faire aussi, ils doivent encore plus casser les prix, si toutefois ils veulent gagner la confiance des Sénégalais. Son bilan laisse à désirer aux yeux de Rokhaya Dione qui vient juste de finir ses courses au marché. Pour la ménagère, la réduction du coût de la vie ne doit pas seulement se limiter aux denrées de première nécessité. Le changement n'est pas vraiment significatif. Il reste beaucoup de choses à faire, comme revoir le prix de la location, de l'électricité et de l'eau. Tout est cher. Ils doivent respecter les promesses qu'ils nous avaient faites. Cette mère de famille abonde dans le même sens. Pour elle, en plus d'être non significatives, les mesures de réduction de prix ne sont pas appliquées par beaucoup de commerçants. La vie est chère. Dans le marché, ce n'est pas tous les commerçants qui appliquent les nouveaux prix. Donc, nous ne sommes pas contents pour ces 100 jours. Le gouvernement n'a qu'à revoir sa politique de baisse des prix. Pour les 100 jours du nouveau régime, les populations sont partagées entre déception et impatience. Elles souhaitent voir plus le coût de la vie revu à la baisse. Et en plus bref, le Premier ministre Ousmane Sonko a été reçu ce mardi au petit matin par le khalife général des Mourides, Serigne Mountakha Mbacké, à Touba, selon les informations de emedia.sn. Les échanges cordiaux ont porté sur la vision du projet pour la ville sainte de Touba. Le chef du gouvernement a réitéré l'engagement de l'État à prendre en charge les préoccupations prioritaires de la ville sainte de Touba. Après leur tête-à-tête, le khalife général des Mourides a formulé des prières pour son hôte qui a été accompagné par Serigne Cheikh Thioro Mbacké, coordonnateur local du parti PASTEF. Le chef du gouvernement, Ousmane Sonko, a été reçu également ce matin à Tivaouane par le khalife général des Tidjanes, Serigne Babacar Sy à Mansour. C'était lors d'une visite privée. Les discussions auraient porté, d'après certaines indiscrétions, sur la vision du projet visant à promouvoir la prospérité au Sénégal. Et puis une délégation de l'Assemblée nationale du Sénégal était en visite à l'université numérique Cheikh Hamidou Kane de Diamniadio. La visite entre dans le cadre des missions de supervision des politiques publiques de l'Assemblée nationale. La délégation de parlementaires a visité le rectorat de l'université numérique Cheikh Hamidou Kane et l'espace numérique ouvert de Sébikotane, ce qui a permis aux parlementaires de constater les difficultés liées aux infrastructures et au matériel didactique. C'était en présence de notre correspondant Babacar Seck. Une vingtaine de parlementaires a rendu visite à l'université numérique Amadou Mahtar Mbow à son siège et dans quelques espaces numériques ouverts. L'objectif est de permettre aux députés de comprendre le fonctionnement et la situation de l'université. Nous avons invité les parlementaires à venir nous rendre visite, non seulement pour qu'on puisse partager avec eux comment on fonctionne, parce que c'est important par rapport à la spécificité de notre institution que les parlementaires puissent comprendre comment ça fonctionne, mais aussi de voir concrètement quelle est la situation dans laquelle se trouve l'institution, aussi bien en termes d'infrastructure, mais aussi de rencontrer les acteurs, les personnels, mais aussi les étudiants, pour pouvoir connaître davantage le fonctionnement de l'université, mais aussi sa situation exacte en termes de résultats, en termes de défis, en termes de perspectives. Les parlementaires ont constaté un bon nombre de difficultés de l'université numérique, surtout celles liées aux infrastructures. Nous sommes ici à Sébikotane pour visiter l'ENO de Sébikotane qui, nous l'avons vu, est dans un état, j'allais dire, très déplorable. Nous allons poursuivre avec l'ENO de Guédiawaye. Au finish, tout cela nous permettra d'avoir une vue d'ensemble sur ce que l'université est en train de traverser en tant que problème, notamment en ce qui concerne les ENO.
Nous le savons, l'objectif du gouvernement, c'est d'avoir des zénos dans tous les départements du Sénégal. Mais depuis 2015, les zénos tardent à voir le jour dans beaucoup de départements, notamment ici à Sébikotane, où vous êtes dans un abri qui vous a été prêté par la municipalité. Et nous avons vu que les conditions pédagogiques, en tout cas en ce qui concerne les équipements, les installations, ne sont pas aux normes. À l'issue de ces 2 jours de visite, parlementaires et universitaires vont s'atteler à trouver des solutions aux problèmes de l'université numérique Cheikh Hamidou Kane. Renforcer la part de l'énergie solaire dans la consommation des ménages, c'est l'objectif du Conseil patronal des énergies renouvelables du Sénégal. Il a initié ce matin un atelier de restitution de l'étude sur le financement des ménages dans l'accès au solaire au Sénégal. Et selon le ministre de l'Énergie, l'ambition pour le mix énergétique est de porter la part des énergies renouvelables à 40% d'ici à 2030. Explication à Modoubari. Un toit, un kit scolaire et le slogan prôné par les organisateurs de cet atelier. L'idée c'est de fédérer tous les acteurs en vue d'un accès au financement pour équiper les ménages en photovoltaïque à travers tout le pays. C'est un écosystème où il y a plusieurs acteurs, où il se pose les questions fondamentales de comment faire pour qu'au soir, les ménages aient accès à l'énergie solaire à un coût acceptable, à un coût supportable pour eux. Et c'est entendu cela, c'est pour cette raison-là que nous avons nous-mêmes décidé de venir accompagner le COPERES. Dans un contexte de démarrage de l'exploitation des hydrocarbures, la tutelle s'engage à allier énergie fossile et énergie verte pour un accès universel à l'électricité. Le choix de l'État, c'est de tirer profit de toutes les ressources disponibles, compris les énergies fossiles, mais également les énergies renouvelables. Et le Sénégal s'est positionné aujourd'hui en acteur primordial de la réalisation du mix énergétique. Vous savez, aujourd'hui, nous sommes à 30%. Ça, en Afrique, sans exagération aucune, le Sénégal est l'un des pays pionniers en la matière. D'ici 2030, la part des énergies renouvelables dans le réseau devrait atteindre 40%, table la tutelle. Contrairement à une croyance largement répandue, il est autorisé d'installer du photovoltaïque dans le ménage désormais. L'État encourage d'ailleurs les citoyens à le faire, selon le président du Conseil patronal des énergies renouvelables du Sénégal. Beaucoup de personnes pensent qu'installer une solution solaire à domicile est interdite, alors que c'est parfaitement autorisé. Des lois existent pour cela et il n'y a rien qui l'empêche. Et avec pour objectif évidemment de baisser donc leur coût d'énergie. Le solaire constitue une potentialité énorme de création de richesses et d'emplois. La création d'un marché solaire dynamique est estimée à plus de 700 milliards d'ici 2030 à travers tout le pays. Je vous le disais dans les titres, en ces périodes pluvieuses, chaque goutte de pluie est une raison supplémentaire pour les travailleurs en contact presque permanent avec l'électricité de redoubler de prudence. Comme vous le savez, l'électricité et l'eau ne font pas bon ménage. Des fortes pluies qui se sont récemment abattues sur le pays ont malheureusement entraîné des décès par électrocution, des incidents tragiques qui rappellent les risques auxquels sont exposés ceux qui travaillent directement avec l'électricité. Aïssatou Kane et Moussa Dia ont rencontré certains de ces travailleurs pour discuter des défis auxquels ils font face et des précautions qu'ils prennent pour assurer leur sécurité et celle des autres. Avec le moteur au sol, en contact direct avec l'eau de pluie stagnante, le danger semble permanent pour les électromécaniciens. Pourtant, ce doyen assure maîtriser la situation. L'eau et l'électricité ne font pas bon ménage. Il faut enlever la batterie et la mettre dans le coffre de la voiture, car si vous la laissez ainsi, les fils peuvent provoquer des courts-circuits. C'est rare, voire jamais, que des électromécaniciens meurent d'électrocution. La précaution est de mise, poursuit-il avec confiance.
Si une personne venait à mourir, ce serait à cause du courant hybride. Nous ne devons pas porter de bracelet ni de bague, car cela peut causer des brûlures. À HLM Fass, les menuisiers métalliques s'attellent au travail. La multiprise traîne autour d'une barre de fer malgré le ciel gris. Les pieds sur les fils, ce jeune homme est conscient des risques. Avec l'hivernage, nous prenons nos précautions. Par exemple, si le fil électrique est endommagé, cela peut causer des électrocutions. Contrairement à ses collègues, Abdourahmane a enfilé des chaussures de protection, bien qu'il lui manque encore des gants pour éviter tout accident. Nous débranchons le courant, rangeons nos affaires et après la pluie, nous achètons les liens pour continuer le travail. Il nous faut des tenues, des chaussures de protection et même des gants. Un fait demeure, un instant d'inattention suffit pour transformer une journée de travail ordinaire en drame. Le danger électrique, amplifié par les conditions météorologiques, rappelle constamment l'importance de la vigilance et de la sécurité. Parlons à présent de la campagne agricole 2023-2024. Eh bien, à Kolda, les acteurs tirent un bilan assez satisfaisant malgré quelques contraintes. La commission régionale de supervision, de contrôle et de suivi des opérations de mise en place et de cession des intrants agricoles a fait un bilan à mi-parcours, un bilan assez satisfaisant pour le gouverneur de la région, Sayer Ndao, qui annonce une batterie de mesures pour assurer une belle campagne agricole. Écoutons-le. C'était une réunion de recadrage, une réunion à mi-parcours, parce qu'on nous avait signalé quelques difficultés dans le cadre de la mise en place dans certaines localités, plus particulièrement dans le département de Médina-Yoro-Fula et dans quelques communes de la région de Kolda et de Vélingara. Et il était nécessaire qu'on réunisse la commission régionale pour un peu discuter, d'abord mettre le doigt sur les difficultés, voir quelles sont les véritables contraintes qui se posent devant nous et essayer de voir ensemble comment lever ces contraintes. Parce que nous sommes à Kolda, une zone fortement pluvieuse, où l'hivernage s'installe précocement. Et une fois que l'hivernage s'installe, on a des difficultés pour que les semences arrivent à destination. D'autres particularités, pour beaucoup de points de vente, les opérateurs qui étaient désignés ont accusé un grand retard. D'autres même ont été défaillants, on a été obligé de les remplacer pour aller très vite parce que souvent ils ont des difficultés pour un peu organiser le dispositif, mais conditionner les semences et les envoyer. On a des taux de mise en place de 77 voire même 80 à 85%. La banque nous a rassuré pour nous dire que le crédit campagne pour certains producteurs va sortir au plus tard vendredi. Par contre, il y a d'autres solutions qui nécessitent qu'on rapporte ça à l'autorité pour que prochainement on essaie de les régler une bonne fois pour faire une bonne campagne pour les années à venir. Et puis ce matin, c'est ouverte au Centre international de conférence Abdou Diouf, une conférence internationale de premier plan sur l'agriculture, performer dans l'économie mondiale de la mangue. C'est le thème de cette édition et la rencontre est une opportunité d'échange avec le Pakistan pour rendre plus productive et plus attractive la filière mangue, selon Aliou Sall, administrateur général de l'Institut EMEA, qui a initié la rencontre. Nos pays, de façon naturelle et de façon traditionnelle, sont habitués à produire de la mangue avec de grands arbres, de grands manguiers, avec une certaine envergure. Et cela donne une certaine productivité qui ne répond pas aujourd'hui aux nouveaux enjeux et qui ne répond pas à la demande croissante de mangue de qualité que les marchés européens, nord-africains et sud-africains expriment. Donc, pour produire plus et mieux, nous avons pensé que cette innovation en matière de productivité pourrait être importée à travers l'assistance de l'Université Nawaz Sharif de Multan. À l'arrivée, ayant discuté avec les producteurs, les exportateurs, les professionnels de la mangue au Sénégal, nous nous sommes rendus compte qu'il y avait d'autres problématiques qui pouvaient nous intéresser, notamment en matière de productivité, mais aussi
en ce qui concerne la question de la logistique. Parce que pour exporter, il faut maîtriser la chaîne logistique. Pour exporter, il faut répondre aux standards internationaux de qualité, de calibrage. Mais au-delà de l'exportation, il y a aussi la question de la valeur ajoutée. La question de la souveraineté alimentaire est très en vogue et nous félicitons les autorités qui s'intéressent davantage à cette question. Mais voyez-vous, pour mieux participer à cette problématique, il faut qu'on envisage la question de la transformation de la mangue dans notre pays. Protection des personnes vivant avec le VIH, le programme national de lutte contre le sida lance un nouveau projet, un projet qui devrait permettre aux personnes vivant avec le VIH de bien vieillir avec le virus. Le projet devrait aussi permettre une meilleure prise en charge des personnes âgées vivant avec le VIH-Sida. Plus de 2000 personnes ont assisté à cette rencontre. Abraham Paul Pouy et Moussa Fali étaient. Ce projet en phase test a permis de travailler avec 373 personnes vivant avec le VIH au niveau de la région de Dakar, un nouveau modèle dans le système de santé de notre pays pour une bonne prise en charge des personnes âgées vivant avec le sida. Ces personnes âgées sont plus exposées aux personnes âgées non vivant avec le VIH à la survenue des comorbidités classiques comme le diabète, l'hypertension artérielle, mais surtout les comorbidités gériatriques, c'est-à-dire les maladies que l'on rencontre exclusivement chez les sujets âgés, les chutes, la confusion, les troubles nutritionnels, les troubles neurocognitifs, les démences, la fragilité, et qui exposent ces personnes âgées à la perte d'indépendance fonctionnelle, nécessitant bien sûr une stratégie thérapeutique bien particulière dans le dépistage et dans la prise en charge qui doit rapprocher cette offre de soins à cette cible. Avec les résultats obtenus, les autorités comptent décentraliser le projet Bien vieillir avec le VIH Kaolack pour la phase 2. Et aujourd'hui, je pense que nous avons relevé un très grand défi. Grâce à l'ensemble de nos collègues experts dans tous les domaines, les cardiologues, les diabétologues, les cancérologues, les immunologues, nous avons mis en place des algorithmes très simples qui ont permis à ces acteurs de soins, de santé et de communauté à dépister et à prendre en charge ces pathologies. Et aujourd'hui, cette réalité à laquelle étaient confrontées ces personnes âgées avec le VIH va être intégrée dans les dispositifs de soins. L'Association des personnes âgées du Sénégal salue l'initiative. Quelqu'un qui est malade est dans une famille, dans une société, dans un quartier et doit être encadré. Le professeur a brossé un peu, mais il faut des aidants. Et au sein de ces familles, qui sont formées par l'État et prises en charge par l'État, mais aussi des aidants des familles, parce qu'il y a des sympathies qui se tissent autour du malade, du patient. Et là, il faut que ça peut ne pas être le fils, ça peut être le copain, ça peut être l'ami du fils. Et le malade, il choisit celui à qui il fait confiance. Avec le projet Bien vieillir avec le VIH, les autorités veulent mettre en place des stratégies, des approches pour un système de santé plus proche des malades. Des officiers formateurs provenant d'une quinzaine de pays dans le monde ont bénéficié d'une formation spécifique professionnelle, une initiative des Nations Unies qui entre dans le cadre du renforcement des capacités des personnels de la composante police déployée dans les opérations extérieures des Nations Unies. Pour plus d'explications, justement, voici le commissaire divisionnaire de classe exceptionnelle, Ndiaga Diop. Il est le directeur du groupement mobile d'intervention et point focal de la formation. Le cadre du renforcement de capacité des personnels de la composante police déployés dans les opérations extérieures sous l'égide des Nations Unies, il a été décidé d'élaborer des modules de formation qu'on appelle les formations spécifiques professionnelles. Donc, c'est des formations qui répondent aux besoins exprimés par les missions au niveau des missions des Nations Unies, je veux dire au niveau des théâtres d'opération.
Cette première session, c'est une session en français. Les modules existaient en anglais. Il y a une première phase de 3 jours où la traduction a été faite en français. C'est une formation des formateurs qui viennent d'une quinzaine de pays ici, des pays africains, des pays européens, qui sont là pour une vingtaine de jours pour subir une formation des formateurs sur ces modules spécifiques-là et qui concernent des besoins professionnels qui sont propres à certaines missions extérieures. On a des formations en police de proximité, par exemple, et des formations en mentoring et des formations en coaching. Donc, c'est des formations qui permettent à nos personnels policiers qui sont déployés dans ces opérations de bénéficier d'aptitudes et de compléments et de compétences supplémentaires. Sensibiliser et encourager les citoyens à bien intégrer les transitions politiques, c'est l'objectif du forum initié par le WANEP, le West Africa Network for Peace Building, le forum axé sur l'approfondissement de la démocratie, la bonne gouvernance et la transition politique inclusive en Afrique de l'Ouest et centrale a eu lieu à Saly et c'était en présence de Muntaga Kane et Mamadouba. Les citoyens africains sont souvent exclus des transitions de la gouvernance de leurs différents États. L'objectif de cette conclave, c'est de permettre à ces citoyens de s'approprier ces transitions du début à la fin. Nous avons organisé cet atelier pour que les citoyens africains eux-mêmes puissent s'approprier le phénomène de cette transition parce qu'ils sont les acteurs clés. Nous savons que souvent, ce qu'on voit, c'est que les transitions sont l'affaire des acteurs politiques et les citoyens sont en marge. Mais ce que nous voulons à travers cette facilité que nous avons mise en place, c'est que les citoyens eux-mêmes puissent définir quels seront les contours de cette transition-là. Les participants à cet atelier se sont penchés également sur le mode de financement de la société civile. Malheureusement, le financement des activités de la société civile a été toujours externalisé. Ça veut dire que tu as une société civile au Mali, au Burkina, au Cameroun, au Gabon, au Tchad. Et les financements que tu en as besoin pour faire ton travail devraient venir de l'externe. Le plaidoyer que nous avons commencé à faire avec ceux qui sont dans la salle, c'est de pousser nos propres institutions à financer la société civile. Faire de sorte que les jeunes Africains qui ont tendance à supporter les régimes militaires changent d'option fait partie des résolutions des membres de la société civile. Dernièrement, surtout dans nos régions, on a cette tendance-là qui se dessine, qui est les changements anticonstitutionnels de gouvernement qui affectent les populations avec vraiment la montée en puissance de ces régimes militaires. Et on voit que les principaux supporters sont malheureusement les jeunes. Et pourquoi les jeunes? C'est la question qu'on se pose et c'est ma réponse après différentes consultations, différents entretiens avec des jeunes avec lesquels on travaille, c'est qu'il y a une perte de foi en la démocratie. La démocratie pour eux n'a pas tenu ses promesses, c'est pourquoi ils se sont tournés vers ces régimes-là. Le directeur du PNUD explique le choix du Sénégal pour abriter ses travaux par le fait qu'il s'est illustré dans la résilience face aux soubresauts politiques et une bonne pratique démocratique. Muntaga Kane, merci. C'est la fin de cette édition. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Merci de votre fidélité. L'information continue sur emedia.sn. Tout de suite, la suite de RSA. Retour sur l'actualité.